Salut à tous et à toutes, ici Jester et aujourd'hui nous allons parler de Saga dans cette nouvelle chronique. Saga est sans aucun doute le personnage le plus apprécié, en tout cas dans les Chevaliers d'Or, de toute la série. Je suis d'ailleurs très étonné que personne ne me l'ait demandé avant la 7ème chronique. Il est très puissant et surtout est un personnage avec beaucoup de relief et très complexe. Et j'aimerais expliquer pourquoi dans cette chronique, mais avant cela, comme d'habitude, nous allons un peu parler de son signe. Le signe des Gémeaux est opposé et aussi complémentaire au signe du Sagittaire, ce qui explique pourquoi ces deux signes étaient tous deux en rivalité pour le titre de Pop et aussi la jalousie qu'éprouvait Saga à l'égard d'Aiolos. De plus, le signe des Gémeaux est un signe qui a tendance à disperser alors que le signe du Sagittaire rassemble. Un exemple dans la série, c'est grâce à l'armure du Sagittaire que les Chevaliers de Bronze se sont retrouvés et pour la retrouver, ils ont décidé d'unir leurs forces pour la première fois et depuis ils ne se sont jamais quittés. Alors que Saga lui a monté le sanctuaire contre Athéna et ses Chevaliers de Bronze causant la mort de beaucoup de Chevaliers d'Argent et de Chevaliers d'Or. C'est un signe éprouvant donc un caractère double, une dualité et une certaine ambiguïté, ce que l'on retrouve facilement dans le personnage lors de la série. Parlons de la constellation maintenant. Castor et Pollux, aussi appelés, désolé pour la prononciation, Dioscure, les Dioscures par ailleurs, la constellation possède deux étoiles alpha du nom de Castor et Pollux. Et lorsque l'on parle de leur binôme, ce sont les fils de la mortelle Leda et de Zeus, ainsi que de Tyndarus. Je crois que ça se prononce comme ça, bon peu importe. Bien que les versions varient à ce sujet, par exemple l'Odyssée considère qu'ils sont tous deux enfants du roi Tyndarus, le véritable mari de Leda, mais d'autres sources disent que l'un des deux est le fils de Zeus. Dans la version la plus courante, Pollux descendrait de Zeus et Castor de Tyndarus, ce qui signifie que l'un est mortel et pas l'autre. Ils sont tous deux les frères d'Hélène de Troie et de... Oh mon dieu, quel est ce nom ? Clytemnestre, d'accord. Ils étaient donc des chasseurs ainsi que des cavaliers émérites qui prirent part à la chasse du sanglier de Calydon, un monstre gigantesque envoyé par Artémis et qui possédait des crins semblables à des javelines. Plus tard, ils allaient reprendre leur sœur à Thésée qui l'avait enlevée et capturent à leur tour la mère de celui-ci afin qu'elle devienne l'esclave d'Hélène. Bien qu'elle fût ultérieurement délivrée par ses petits-fils, ils enlèvèrent aussi Phébé, une mortelle, et non la Titanide, hein, évidemment. Et Ilaéria, putain, les Grecs, vous avez vraiment des noms de malades. Fille de Leucippe, qui était déjà promise à Lynceus peut-être, et Idas. Puis ils firent des enfants et un combat éclata entre deux des prétendants spoliés au cours duquel Castor fut tué par la lance d'Idas, lui-même foudroyé en retour par Zeus tandis que Pollux tua Lynceus. Pollux demanda à Zeus s'il pouvait partager son immortalité avec son frère mourant et celui-ci accepta, ce qui amena un devoir de vivre séparément la moitié de l'année sur l'Olympe et l'autre moitié en enfer. Je vais vous réexpliquer plus facilement ce qui s'est passé. Autrement dit, nous avons donc deux jumeaux, l'un fils de Zeus, l'autre étant un simple mortel. Le simple mortel a été tué lors d'un combat et le fils de Zeus, Pollux, demanda s'il pouvait pas partager son immortalité avec son frère. Le souci, c'est que à cause de ça, ils ont dû être séparés. Un vivant en enfer, l'autre vivant à l'Olympe et ils switchent tous les ans. Enfin, tous les ans, non, c'est toutes les demi-années. Donc on voit directement un parallèle avec Saga et Canon. Mais il y a encore une autre référence, outre la référence évidente à Castor et Pollux. Le personnage de Saga semble être inspiré aussi de Pisistrate, le premier tyran reconnu de la cité d'Athènes, tout comme Saga était le premier pop tyrannique du sanctuaire. Les historiens décrivent cet homme comme un homme à l'allure digne et noble, un excellent politicien, un homme d'un très grand opportunisme, rusé et aussi doté d'une ambition démesurée qui va au-delà de la simple conquête du trône athénien, ce qui concorde parfaitement avec le personnage de Saga. Mais quelle Saga ? Là, je vous vois venir, pourquoi quelle Saga ? Eh bien, il y a deux sagas différents, le personnage noble au cœur pur et le personnage possédé, tyrannique et despotique. Enfin, la façon dont Saga fait passer Aiolos pour un traître peut aussi faire également penser à Prispiate. En effet, le tyran est allé jusqu'à simuler une tentative d'attentat contre lui pour se faire attribuer plus de gardes. Prispiate Pisistrate, aurait même fait décapiter un barbier qui lui avait blessé accidentellement au niveau donc de la gorge. Il aurait traîné sa tête dans les rues d'Athènes en criant haut et fort que quelqu'un avait tenté de l'assassiner, ce qui n'était pas sans rappeler Saga accusant Aiolos d'avoir tenté d'assassiner Athéna. Mais qui est ce tyran ? Je parle donc bien de Saga, le Saga possédé. Qui est ce tyran ? Eh bien,
c'est canon. Et oui, c'est ni plus ni moins que canon, car Saga lui-même a dit que Kanon avait semé le mal en lui, et même ce avant l'arrestation de Kanon. Comment a-t-il fait? Eh bien, comme on résout tout dans Saint Seiya grâce à son cosmos. Et je suppose que vous voulez des preuves, bien entendu que vous en voulez. Saga, intéressons-nous à son nom, mis à part le fait que Kurumada a confirmé dans une interview, parue d'ailleurs dans le livre Saint Claus Chronicles, que le nom Saga a été choisi en référence à une lecture de kanji qui signifie sexe dans le sens masculin et féminin. En effet, comme il l'a expliqué, ce qui sépare l'humanité en deux parts égales. Et c'est donc tout choisi pour le personnage de Saga. Mais j'ai une autre petite théorie là-dessus qui rend évidemment le personnage de Kanon plus important et surtout plus intéressant. Une saga, c'est un cumulé de plusieurs œuvres dans le même univers. Ici, nous avons deux personnages, un bon, un méchant. Un personnage peut aussi être considéré comme une œuvre à part entière, car il y a un travail de recherche derrière. Ensuite, nous avons Canon. Le nom vient de l'adjectif canonique, qui signifie rendre cohérent dans la même timeline. En gros, nous retrouvons avec deux personnages, signifiant saga canonique. En gros, Kanon rend la dualité de saga cohérente, car il crée lui-même le mal en lui. L'aspect très particulier de sa cloche, de son armure, de l'armure des Gémeaux, est tout simplement repris d'après les tableaux ou sculptures du dieu hindou Brahma. Celui-ci représente la création du monde et le commencement fait une partie d'une trinité qui réunit aussi Vishnu, la vie, le prolongement, et Shiva, la fin et la destruction, alors que le casque à deux visages est une référence au dieu Janus. C'est un dieu grec, je précise. Saga est incontestablement un personnage central du manga et du manga original, ainsi que de l'anime, dont l'influence se ressent dans toute l'histoire. Et sans lui, en effet, l'histoire de Saint Seiya serait beaucoup plus plate, car il n'y aurait pas vraiment de chamboulement. Saga est aussi un personnage très atypique comparé aux adversaires de manga des années 80. En effet, il n'est pas qu'un simple méchant maléfique, il est beaucoup plus complexe que ça, car tiraillé entre deux personnalités diamétralement opposées. Et la découverte de son visage est incontestablement une surprise lorsqu'on voit le si redouté Pop, qui semble être quelqu'un de bon. D'ailleurs, la bonne personnalité de Saga faisait de lui-même un bon exemple, respecté par ses aînés, dont Shion, qui avait d'ailleurs pensé à lui pour son successeur, et aussi des gens vivant aux alentours du sanctuaire qui considéraient Saga comme un demi-dieu pour toutes ses qualités dont il faisait preuve. Sa mauvaise personnalité, en revanche, lui est un homme dangereux, violent, qui a soif de pouvoir lorsque celui-ci est même poussé à l'extrême car, en dépit du changement radical subi par Saga, lorsqu'il change d'attitude, il faut bien admettre que son mauvais côté ne sombre pas dans le mal le plus absolu et déraisonné en temps normal. En effet, même pendant 13 ans, Saga dirige le sanctuaire en passant aux yeux de tout le monde pour quelqu'un de bon. Ce qui est d'ailleurs quelque chose de plus clair dans le manga. Il est l'un des plus puissants de tous les chevaliers et ses attaques sont assez évocatrices de sa puissance. Il donnera d'ailleurs l'un des plus beaux combats de toute la partie sanctuaire, voire même de la série tout entière. Il est important de noter qu'il n'a pas été vaincu, Seiya étant incapable de rivaliser avec lui, même avec l'aide de ses compagnons. Saga finit par se suicider pour se repentir de ses fautes, et il reviendra dans la partie Hadès pour aider Athéna, à l'instar de Shura, Camus, Aphrodite et Desmasques. Voilà, c'est tout pour Saga, j'espère que vous avez appris quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à commenter pour me donner votre avis et surtout me dire ce que j'aurais dû dire. La prochaine chronique arrivera sans doute assez vite, donc restez connectés, et en attendant, je vous dis à très bientôt, ciao poilu barbu.